Tout le monde se souvient de la fin de K-pop Demon Hunters comme d'une victoire propre. Grande lumière, grande paix. Mais figez l'image quand le Hanmoon se forme. Ne regardez pas la lueur. Regardez les bords. Ils ne se verrouillent pas. Ils se divisent. Si vous avez remarqué ça à votre premier visionnage, commentez « Je l'ai vu » sans expliquer. Et une fois que vous voyez ça, impossible de ne plus le voir. Un Hanmoon doré n'est pas censé briller. Il est censé verrouiller le fichier. Alors pourquoi celui-là ressemble à une sauvegarde corrompue en pleine animation? Regardez la forme se former, puis regardez la couleur le traverser. L'or ne fait pas ça quand il est complet. Il ne fait ça que quand le saut est interrompu. Donc cet arc-en-ciel n'est pas de la puissance. C'est des dommages. La cicatrice arc-en-ciel. Les Huntrix n'ont pas fini le verrouillage. Elles ont juste survécu. Et si le verrouillage n'a pas fini, la menace n'a pas pris fin. Elle s'est déplacée quelque part que vous n'étiez pas censé voir. Et quand une histoire refuse de vous montrer un quatrième, c'est généralement parce que le quatrième n'est pas nouveau. C'est quelque chose qui était déjà là et qu'on a recouvert. Donc ne demandez pas qui rejoint les Huntrix. Posez la question que le film continue d'esquiver. Où se cache l'écart et qui le couvre? Parce qu'une fois que vous voyez le patch de Zoé, chaque scène de confort cesse de sembler réconfortante. Ça commence à ressembler à une dissimulation. Le film ne cherche jamais un quatrième chasseur. Pas une seule fois. Pas de prophétie, pas de place vide, pas de moment où l'histoire admet que quelque chose manque. Ce silence compte parce qu'au lieu d'ajouter une nouvelle pièce, le film fait quelque chose de plus sournois. Il recharge Zoé parce qu'elle est le patch. Figez n'importe quelle scène où le groupe semble proche de se briser. Regardez la coupe. Elle atterrit toujours sur Zoé. Quand la tension monte, l'histoire passe à travers elle. Quand les émotions glitchent, elles sont réécrites sur elle. Ce n'est pas des projecteurs. C'est un correctif rapide. Le confort va à Zoé. La chaleur va à Zoé. La stabilité va à Zoé. Zoé ne craque jamais. Elle ne décharge jamais. Elle reste jouable. Voilà l'indice. Chaque fois que l'histoire a besoin de confort, elle utilise Zoé. Mais au moment où ce confort devrait atterrir, Zoé est poussée hors du cadre. Elle absorbe le coup. Ensuite, l'histoire continue. Et une fois que vous voyez le patch de Zoé, la question change. Ce n'est plus « qui est le quatrième chasseur ?» Ça devient « qu'est-ce que Zoé n'était jamais censée porter seule ?» C'est là que le film glisse parce que le nom Anna n'atterrit pas comme un reveal. Il atterrit comme une correction. Comme si l'histoire avait remarqué que quelque chose ne allait pas et l'avait corrigé sans arrêter la machine. Les Huntrix sont obsédés par les trios. Donc, quand une histoire comme ça introduit un nom qui signifie littéralement un, votre cerveau devrait tressaillir. Anna ne semble pas ajouter, elle semble restaurer. Et remarquez comment le nom entre. Pas de mise en place, pas de prophétie. Il n'arrive pas, il s'insère. C'est le drapeau rouge. Anna ne ressemble pas à une personne. Elle ressemble à une place vide, ce qui veut dire que le rôle n'a pas été retardé. Il a été effacé. Mais figez l'image. Ce n'est pas un argument. C'est déjà décidé. Regardez les mains. L'une tend, l'autre tire. Ce ne sont pas des actions égales. Tendre demande, tirer prend. Et Zoé ne choisit pas. Elle est déplacée. Ce seul détail brise la lecture émotionnelle. Ce n'est pas un enfant qui choisit où elle appartient. C'est un enfant qui est assigné. Maintenant, remarquez ce que le film évite de montrer. Pas de cris, pas de panique, pas de deuil adulte. Le moment est tranquille, propre, presque pratiqué. C'est ce qui le rend troublant. Zoé qui lâche prise n'est pas cadrée comme un chagrin. C'est cadré comme une libération. Et la libération ne se produit que quand quelque chose d'autre est tenu plus fort ailleurs. C'est pourquoi Zoé a du sens après. Sa positivité n'est pas de la joie. C'est un filtre. Elle lisse la tension avant qu'elle n'apparaisse. Le confort sort d'elle automatiquement. Elle ne demande jamais d'espace. Ce n'est pas de la confiance, c'est du conditionnement. Et voilà le détail que le film ne dit jamais à voix haute. Quand les histoires séparent des enfants comme ça, elles ne séparent pas des égos. Elles séparent des rôles. L'une reste dans l'histoire. L'une reste contrôlable. L'une devient la version que le public peut gérer. L'autre non. C'est pourquoi cette scène ne ressemble pas à une perte. Elle ressemble à une mise en place. Zoé ne pleure pas. Elle est sélectionnée. Et une fois que vous arrêtez de lire les mains comme des parents et commencez à les lire comme un placement, vous arrêtez de demander d'où vient Zoé et commencez à poser la question. Celle que le film ne vous laisse jamais entendre sur qui n'a pas. C'est de la friction. Du recul constant. Maintenant regardez Zoé. Noir. Le noir ne brille pas. Il ne reflète pas. Il absorbe. Regardez les scènes. Quand la tension monte, elle passe par Zoé. La peur. Zoé. L'incertitude. Zoé. Figé sur ce schéma. L'absorption sans réflexion crée de la pression. Et la pression sans nulle part où aller ne disparaît pas. Elle distord le système. Chaque trio fermé comme celui-ci a besoin d'un miroir. Quelque chose qui renvoie l'énergie vers l'extérieur. Ce rôle manque.
Argent. Non pas parce que ça a l'air cool, parce que l'argent reflète. Une fois que vous pensez ça, l'absence devient bruyante. Donc l'histoire triche. Elle force Zoé à agir comme le miroir. C'est pourquoi elle semble bizarre. Trop lisse, trop stable. Elle fait deux travaux à la fois, absorber et refléter. Et voilà la partie qui devrait vous rester. Vous n'oubliez pas d'inclure un miroir dans un système comme celui-ci. Vous le retirez. Parce que les miroirs ne reflètent pas juste l'énergie, ils exposent le schéma. Ce qui veut dire que la couleur manquante n'est pas de la mode, c'est la place de miroir manquante. Et une fois que vous le voyez, l'argent cesse de sembler une théorie. Ça ressemble à quelque chose que l'histoire a caché en pleine vue. Figé sur les armes, l'arme de chaque Huntrix s'engage dans une direction. L'épée de Rumi va vers l'avant. Les lames de Mira vont vers l'extérieur. Les dagues de Zoé quittent la main et restent parties. Une fois qu'elles sont lancées, c'est tout, sauf une. Le chakram ne finit pas une attaque. Il finit une boucle. Regardez-le. Il part et il revient. Ce n'est pas du style, c'est de l'intention. Mais une arme qui revient qui n'est assignée qu'à un seul type de personnage. Quelqu'un qui n'était jamais censé rester parti. Le chakram ne concerne pas l'équilibre. L'équilibre reste juste là. Le retour est délibéré. Une arme en boucle n'existe que si l'histoire attend une rentrée. Quelque chose retiré, mais inachevé. Et voilà la logique que vous ne pouvez plus ignorer. Vous ne donnez pas une arme qui revient à quelqu'un qui essaie resté. Vous la donnez à quelqu'un qui est parti avant que son rôle soit terminé. C'est pourquoi le chakram semble bizarre. Il ne termine pas les combats. Il les interrompt. Il ne résout pas le conflit. Il remet les positions à zéro. Il existe pour fermer quelque chose qui a été laissé ouvert. Et une fois que vous le réalisez, si l'arme complète une boucle, la boucle existe déjà, ce qui veut dire que l'histoire ne met pas en place un nouvel ajout. Elle retarde un retour. Lancer et boucler vont ensemble. L'un jette quelque chose, l'autre le ramène. Et la correction ne se produit que quand quelque chose était mal aligné avant. Donc cette arme ne vous dit pas comment quelqu'un va combattre. Elle vous dit ce que l'histoire prévoit de défaire. Ce qui renverse complètement la suite. Parce que si quelque chose a été retiré avant que l'histoire commence, la seule arme conçue pour revenir existe déjà, alors K-pop Demon Hunters 2 ne parle pas de vaincre les démons. Il parle de savoir si l'histoire permettra à la boucle de se fermer. Parce qu'une fois qu'elle le fait, quelque chose d'autre ne peut pas rester. Figez le moment où ils se regardent dans les yeux. Ce n'est pas un crush, pas de mise en place, pas de curiosité, pas d'hésitation. C'est juste là. Et c'est l'avertissement. Ça ne commence pas, ça reprend. La familiarité est instantanée, troublante, comme si tous les deux savaient déjà où se tenir émotionnellement. Même s'ils ne se sont jamais rencontrés, ce n'est pas de la chimie. C'est de la reconnaissance. Pas comme des souvenirs que vous pouvez voir, comme des sentiments qui arrivent déjà terminés. C'est pourquoi le lien ne semble pas choisi. Il semble inévitable. Parce que le Hanmoon doré ne fait pas juste verrouiller les démons dehors, il verrouille les états. Une fois qu'ils se complètent, les frontières se finalisent. Qui reste visible? Qui ne reste pas? Pas de chevauchement, pas de retour. Donc, si cette connexion existe avant le saut, alors finir le Hanmoon ne la protège pas. Il la supprime. C'est le coup que le film ne dit jamais à voix haute. La tragédie n'est pas que le lien se forme. C'est que l'histoire vous laisse le ressentir juste avant qu'il devienne impossible. Parce qu'une fois que le saut se termine, quelqu'un n'a pas le droit de rester dans le cadre et le film ne vous dit jamais qui. Peut-être que Anna n'est pas une quatrième membre. Peut-être qu'elle est la moitié que l'histoire ne pouvait pas garder à l'écran. Et peut-être que Zoé n'est pas l'original. Peut-être qu'elle est la version que le système a gardée parce qu'elle pouvait survivre à la pression. Parce que quand les histoires retirent quelque chose tôt, elles ne l'effacent pas. Elles le redistribuent. Donc, voilà la question. Celle que le film ne laisse jamais personne poser à voix haute. Si Zoé et Anna sont deux moitiés de la même fracture, laquelle l'histoire protège-t-elle vraiment? Commentez Zoé ou Anna, sans expliquer. Une fois que vous choisissez, vous allez tout revoir pour le défendre.